BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Et on accueille Stéphane Van Nuffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Le cofondateur de netinvestissement.fr. Et on remet l'ouvrage sur le métier, mais il n'y a pas de mal à refaire dans la pédagogie, surtout dans ces temps un petit peu nouveaux, un petit peu en mouvement, comme qui dirait. On va essayer de donner des conseils très pratiques ce matin, Stéphane, sur les bonnes questions à se poser, sur la façon dont on doit aborder l'idée de nouer une relation avec un conseil en gestion de patrimoine, c'est ça ? Entre autres, avec votre conseiller en placement, votre conseiller financier en général. Quelles sont les bonnes questions à se poser ou à poser pour initier une relation ? La principale question qu'on rencontre aujourd'hui et qu'il faut se poser quand on est un particulier profane, ou en tout cas on est un peu néophyte dans le secteur du placement et de la finance, et ça touche pas forcément que le conseiller en gestion de patrimoine indépendant, ça touche la totalité des gens qui de près ou de loin vont vous apporter un conseil, ce sont ses compétences. Alors qu'est-ce qu'on entend par compétences ? Parce que c'est difficile de jauger justement quand on ne connaît pas un sujet des compétences de la personne en face. Il y a quand même des bases qui sont simplement la réglementation qui impose, avant de donner un conseil sur certains secteurs, d'avoir la possibilité légale de le faire. Alors on ne va pas faire bien sûr l'inventaire à la Prévert de la totalité des réglementations auxquelles on est soumis, mais il y a des petites choses assez simples à vérifier. Par exemple, si vous voulez avoir un conseil en investissement financier, il y a un statut de conseiller en investissement financier, les fameux CIF, voilà, qui est agréé au travers d'une chambre professionnelle à laquelle nous devons nous souscrire un certain nombre de formations et de maintien d'un savoir-faire pour que cette chambre ait l'agrément de l'autorité des marchés financiers. Donc quelque part, nous avons la possibilité, nous, de nous tenir au courant et d'être toujours en pointe de ce qui se fait d'un point de vue légal, parce que si on ne le fait pas, on pourrait être contrôlé et on peut être pénalisé. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais l'idée, c'est de se dire, à partir du moment où vous rentrez en contact avec un conseiller en gestion de patrimoine, avec un conseiller financier, mais même quand vous allez voir votre banquier ou votre assureur, vous devriez vous assurer quelque part que votre établissement bancaire ou que votre assureur a aussi ses assurances. Je vous rassure, ils l'ont tous, ils sont tous, mais c'est pas la même personne. Je veux dire, il y a peut-être moins de questions quand on pousse la porte d'une agence bancaire qui a pignon sur rue que lorsque l'on va voir un CGP. Un indépendant. Voilà, tout à fait. Pour autant, Cédric, et c'est là finalement la seule façon réelle de vérifier la compétence de quelqu'un, c'est propre dans tous les métiers, mais dans le métier de l'argent, c'est encore plus important. N'hésitez pas à faire jouer la concurrence. Et c'est là où vous allez voir réellement la compétence. Entre deux conseillers en gestion de patrimoine, chacun aura une vision, et finalement, vous verrez celui qui vous correspond le plus. Donc, concrètement, on fait comment ? On va voir à l'Orias, c'est ça ? Par exemple, alors vous avez la possibilité de vérifier auprès des chambres professionnelles ou même du site de l'AMF si votre conseiller est inscrit avec un numéro de démarcheur financier, etc. Vous allez sur le site de l'Orias, c'est encore le plus simple, qui est un organisme de référencement de tous les intermédiaires qui vont parler d'assurance vie, qui vont parler de PEA, qui vont parler de compte titre, et vous allez retrouver la possibilité par un numéro simple en tapant le nom du cabinet de votre conseiller ou le nom de votre cabinet ou le nom du conseiller s'il est indépendant, s'il est inscrit. S'il n'est pas inscrit, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un loup, déjà. C'est qu'il y a un loup. Fondamentalement, fuyez. Mais après, je le redis, le principal moyen d'avoir la compétence, faites jouer la concurrence. Voyez plusieurs conseillers, voyez votre banquier et voyez un conseiller indépendant, voyez un assureur. Et vous verrez qui a les plus de compétences. On peut regarder, avant de pousser la porte, si effectivement il est inscrit. Une fois qu'on est en face à face, qu'est-ce qu'on doit demander ? Ce qui est élargi, c'est le plus important. Nous, on attire l'attention de nos clients là-dessus. Souvent, et ici même, moi, en tête, on vient promouvoir des solutions, des idées, etc. etc. La première chose, pour savoir si vous avez un bon conseiller, pour savoir s'il va vous donner un bon conseil, c'est que ce conseil vous soit adapté. Donc la première étape, c'est pas forcément vous, profane, qui devez tout vérifier, tout checker. C'est de voir la méthodologie que va avoir la personne qui est en face de vous. Et si la personne en face de vous fait ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire qu'elle commence avant tout par faire un diagnostic de votre situation, elle commence par vous faire parler, là, vous êtes sur quelqu'un de compétent. Si en revanche, vous vous asseyez, que ça fait pas 2 minutes que vous êtes assis et qu'on essaie de vous refiler un produit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas non plus, parce que tous les produits ne sont pas bons pour tout le monde. Donc la procédure normale, classique, qu'elle soit réglementée ou qu'elle soit simplement d'une logique implacable, c'est on commence d'abord par mettre à plat la situation d'un client, on fait ce qu'on appelle un audit patrimonial, on définit ensemble une fiche d'information légale et on prépare une lettre de mission pour qu'on cadre en fait pourquoi on vient, quels sont vos objectifs, quelle est votre situation au temps T où on se voit, quels sont vos besoins et quels sont vos moyens. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on va éventuellement vous conseiller de faire
rentrent dans votre spectre aujourd'hui et demain. Mais Et à tout ce ce que vous dites, un robot peut le faire. Enfin, il suffit de causer des cas sur Internet et un robot peut le faire. Quelle est la valeur ajoutée pour le coup du CGP humain? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il faut nouer un lien humain, presque un lien affectif avec lui également? Est-ce que ça compte, ça? Mon cher Guillaume, Pour se connaître et se comprendre et qu'ils comprennent ma problématique patrimoniale à travers aussi ce que je suis et ma personnalité. J'aime beaucoup votre question, puisque vous le savez, je suis cofondateur de netinvestissement.fr et comme tout .fr, forcément, vous imaginez bien que nous, on a une appétence pour tout ce qui va toucher aux robots. Je l'ai déjà dit sur ce plateau, les robots sont très très efficaces et les robots peuvent faire énormément de choses. Il y a une seule chose que le robot ne peut pas faire, mon cher Guillaume, c'est vous aimer. Le robot, pour l'instant, il n'est pas intuitif. Entre guillemets, c'est ça. Vous rigolez, mais c'est un peu ça. Parce que s'il était intuitif, ça veut dire que forcément il se débarrasserait de nous parce que forcément on ne rentrerait pas dans les cases. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le robot peut faire énormément de choses et peut vous aider à faire pas mal d'étapes dont je suis en train de parler. En revanche, sur l'audit patrimonial et sur la bonne sensation de la situation du client, pour l'instant les robots ne sont pas capables tout simplement de vous regarder et de voir quand il vous dit quelque chose que vous êtes en train de froncer les sourcils parce que vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Donc le robot, il manquera de cette pédagogie parce qu'en fait il n'y aura pas ce contact à un moment donné, cette intuition qu'il y a quelque chose qui n'est pas en train de passer. Vous m'avez vu ça, froncer c'est une les vraie sourcils. Vous compétence. m'avez vu froncer les sourcils là. Vous ne faites que ça. N'empêche qu'en parlant de robots, en filigrane, il y a la question des frais. Bien sûr. Et donc de la rémunération. Comment est-ce qu'on l'aborde cette question-là? Parce que beaucoup de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, peut-être se disent ce matin, il est sympa, Van Nuffel, mais moi, j'ai pas le patrimoine voulu, j'ai pas les moyens d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. C'est pas moi qui vais vous dire d'abord que les frais sont trop élevés et qu'il n'y a pas de clients pour la gestion de patrimoine. Parce que moi, j'ai dit sur ce plateau-là il y a plusieurs années que nous étions là pour démocratiser le conseil en gestion de patrimoine. Donc il y a pas de Alors qu'est-ce minimum. qu'il en est des frais de la rémunération? Très clairement, aujourd'hui, Guillaume, il faut que les gens... Est-ce qu'il faut qu'il y ait du gratuit? Non, mais Cédric, c'est important, les gens doivent comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est gratuit. Ça veut dire ce qui n'est pas facturé à un client et ce qui ne coûte rien à un client, ça ne veut pas dire que pour autant c'est gratuit. Ça veut dire que même un site internet, parce que sur l'internet, forcément, le 0% de frais est finalement l'argument principal, ça ne veut pas dire que derrière, il n'y aura pas à un moment donné une démarche commerciale sur laquelle l'éditeur du site internet touchera un commissionnement ou un encours financier sur ce qu'il est en train de vous conseiller. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'important sur les frais, il faut les connaître à l'avance. C'est comme tout. L'important, c'est de savoir ce qu'on est en train de faire. Donc, en fait, quand vous allez avoir face à vous un conseiller en gestion de patrimoine, une machine, un site internet, une souscription en ligne, peu importe, l'important, c'est de savoir combien vous payez pour quelle prestation et quel service. Forcément, si vous avez simplement envie de placer 1000, 2000 ou 5000 euros sur un contrat d'assurance vie à 90% en fonds euros et à 10% sur un fonds flexible qui ne demandera pas ni arbitrage, ni gestion particulière, ni conseil dans le temps, je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour sur le marché des contrats 100% en ligne, souscriptibles en ligne, à 0% de frais d'entrée et à frais de gestion réduits. En revanche, dès que vous avez besoin de réfléchir à des transversalités, à une vision globale par rapport à vos enfants, à la transmission, à la succession, c'est-à-dire réfléchir sur différents spectres, votre patrimoine et votre investissement, forcément vous devez avoir l'intervention de quelqu'un. Et je fais alors exprès de mettre le doigt sur la plaie, les Français ont l'impression que d'aller voir leur banquier, c'est gratuit. Donc forcément et souvent, il y a en France une culture du conseil financier qui est donc représentée par le système bancaire que n'ont pas les anglo-saxons, de la gratuité du conseil. On paye pour notre notaire, on paye pour notre avocat, on paye pour notre plombier quand il se déplace. En revanche, pour un conseiller financier, on a du mal à imaginer que ça vaut le coup de payer un bon conseil financier parce qu'on se dit au pire, je vais voir ma banque. Et je ne ferai pas aujourd'hui de banque bashing, mais on voit le résultat. Parce que finalement, en fait, vous le payez, votre banquier. On le paye tous avec des tout petits montants qui sont prélevés sur nos comptes tous les mois. Est-ce que la prestation en face ces dernières années nous a satisfait? Je ne suis pas sûr. Une petite question qu'on peut aussi se poser, à partir de quelle somme, quel montant de patrimoine il vaut le coup de faire appel à un CGP? Moi, j'ai répondu très clairement. Pour moi, Guillaume, il n'y a pas de minimum. Voilà, je vais vous répondre à titre très personnel. Moi, je peux gérer du jour au lendemain un client, même en me déplaçant ou en le recevant, s'il a 10 000 euros à placer sur un contrat d'assurance vie, comme un client qui a 1 million d'euros à placer sur un contrat d'assurance vie. Mais ça, c'est une vision que nous avons personnelle de ce métier. Je ne crois pas qu'il y ait un minimum par rapport au choix d'avoir un conseiller en gestion de patrimoine. C'est pas parce que vous n'avez pas un gros patrimoine que vous n'avez pas le droit d'avoir un bon conseil personnalisé. Est-ce qu'il y a un maximum à partir d'une certaine somme, d'un certain montant, on va plutôt vers une banque privée pour le coup que vers un conseiller en gestion de patrimoine? Ça dépend de votre conseiller en gestion de patrimoine, parce que chez Net Investissement, nous, on n'a aucun problème avec la concurrence, avec de la gestion privée. Mais du point de vue de l'intérêt de l'épargnant qui nous écoute. Nous avons des clients aujourd'hui qui ont des problématiques qu'on va appeler gestion privée. On a des clients qui ont des problématiques professionnelles, donc de trésorerie d'entreprise, des choses comme ça. Il n'y a plus de raison qu'ils aillent en gestion privée ou en banque privée. La question, c'est qu'aujourd'hui, un bon conseiller en gestion de patrimoine, s'il a les compétences et s'il se tient à jour de toutes ses compétences, forcément, il est capable de vous conseiller. Après, bien entendu, si lui est tout seul, qu'il a un tout petit bureau, qu'il n'a pas d'assistante, qu'il n'a pas de moyens
pour vous orienter, mettre autour de la table des spécialistes, des professionnels, il vous conseillera d'aller voir un confrère qui est un peu plus dimensionné. Justement, on va vous challenger un peu là sur les CGP. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Il vaut mieux avoir un interlocuteur unique, Dieu le Père Tout-Puissant, un CGP, etc. Ou est-ce qu'il vaut mieux aller chercher le notaire qui va bien, l'expert comptable qui va bien, l'avocat fiscaliste qui va bien, et que sais-je encore. Et puis finalement, nous, d'être le client chef d'orchestre qui pilote un petit peu les volontés, ou les conseils ou les recommandations de chacun. Alors, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est d'abord, au niveau purement du conseil patrimonial, nous, on conseille toujours de travailler avec des gens qui ont une vision globale et qui sont capables d'assurer une transversalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un conseiller en gestion de patrimoine qui n'est que spécialiste de l'immobilier ou qui n'est que spécialiste de la retraite ou que spécialiste du financier, à un moment donné, très vite, sur un patrimoine d'un particulier, il peut être bloqué dans sa vision globale de la conséquence d'un produit ou d'une solution qu'il conseillerait par rapport à un autre spectre du patrimoine de ce particulier. Donc la première chose à dire, c'est oui pour la spécialité, mais j'ai envie de dire presque ce serait mieux de vous rapprocher éventuellement d'un professionnel qui a soit plusieurs spécialités, soit qui fait partie d'un groupement de conseillers en gestion de patrimoine indépendant, ça existe, soit de conseillers en gestion de patrimoine un peu plus gros, où nous avons par exemple, nous chez Net Investissement, plusieurs spécialistes, un spécialiste retraite, un spécialiste finance de marché, etc., auquel on fait appel lorsqu'on est à un moment donné limité dans nos propres compétences. Après la deuxième partie de votre question, il va de soi que chaque métier a sa spécialité et jamais de ma vie, moi, je n'irai faire du droit notarial ou du conseil d'expertise comptable à un de mes clients. Là, le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, et nous, on prêche un peu pour ça à l'anglo-saxonne, c'est que nous devenions en fait le consultant référent. Et ça m'arrive souvent, moi, de me retrouver. Donc finalement, que le CGP soit le chef d'orchestre au service du client, le généraliste, pour aller chercher le médecin généraliste qui fait le diagnostic et qui dit en gros, vous avez mal là et vous avez tel besoin de prescription. Est-ce qu'à un moment donné, s'il faut mettre autour de la table un dermato, un chirurgien des yeux et je sais pas moi, un gynécologue, parce qu'il faut que tout le monde soit là pour être sûr qu'il n'y ait pas de conséquences entre telle prise de médicaments et telle prise de médicaments, si le CGP est au milieu, c'est mieux. Et c'est en ça, aujourd'hui, qu'on retrouve la potentialité d'avoir des rémunérations pour ça. Si on va au bout, il faudrait réglementer le tarif. Alors non, on plaisante, mais... Ça me choquerait pas, mon cher Guillaume, mais pour une raison simple, c'est que dans 9 cas sur 10, de toute façon, les honoraires, à un moment donné, sont limités. Vous ne pouvez pas facturer et des honoraires et toucher à un moment donné un commissionnement si vous vendez une solution. Quand vous faites le choix, à un moment donné, d'engager avec votre client, pas simplement le conseil, mais également la solution, vous serez payé sur la solution. Donc les honoraires, même si c'était un tarif fixe, ça ne poserait pas de problème. Aujourd'hui, avec ce schéma-là, ça permet d'imaginer, on ne va pas faire de parisianisme, mais... à ce qu'il y ait des cabinets en province qui soient capables de donner et d'apporter du conseil, tout en étant en relation peut-être avec des structures qui auraient besoin d'une plus grande taille et qui seraient à Paris, mais qui seraient capables de faire l'interface. Aujourd'hui, il y a deux modèles qui se développent, mon cher Cédric. Il y a d'abord le rapprochement des conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui se regroupent entre eux et qui créent des espèces de GIE, donc des groupements d'intérêt économique. Alors, ils partagent des compétences, ils partagent des partenaires, etc. Et puis, il y a d'autres modèles. Alors, je sais que Guillaume n'aime pas trop, mais là, qu'on peut appeler glocal, un peu, sont des modèles auxquels moi j'ai une conviction personnelle, mais dans beaucoup de secteurs d'activité qui touchent au digital, pas que le nôtre. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une partie digitale qui est très importante qu'on va appeler globale, c'est-à-dire que c'est ouvert au monde. Tout ce qui est digital est global, parce qu'en fait, vous pouvez avoir des clients qui arrivent de Singapour, comme ils peuvent arriver de la Creuse. Donc forcément, vous ne maîtrisez pas ça. Et puis le local, qui est de se développer et de garder quand même un pied, en particulier en région, peut-être en ayant toujours un bureau ou un conseiller indépendant présent qui vous représente et qui peut comme ça essayer d'assurer. Je pense que ce modèle-là est un modèle qui a peut-être un peu plus d'avenir parce que le digital est en train de prendre une énorme place sur le marché de la finance et du placement. Pourquoi pas, c'est pas inintéressant. Dernière question, il vaut mieux choisir un conseiller en gestion de patrimoine jeune ou vieux? Alors, on va préciser à nos auditeurs qui nous écoutent à la radio, qui ne vous voient pas, que vous êtes jeune. Donc je sens que vous allez défendre les jeunes. J'ai 40 ans, moi. J'ai 40 ans. Plus vieux que Macron, c'est vrai. Plus vieux que le président de la République, mais quand même. Oui, alors il est plus jeune que moi d'ailleurs, donc je tenais à le dire. Non, mais moi je pense que le plus simple quand même, c'est de choisir quelqu'un qui vous ressemble. Alors est-ce que c'est par l'âge qui vous ressemble, mais c'est quelqu'un avec qui... Enfin vous savez, notre métier demande beaucoup de pédagogie. Il faut que les Français apprennent à faire de la pédagogie. Avant de faire quelque chose, il faut savoir ce qu'on fait. Donc je pense que pour qu'il y ait une bonne transmission et qu'il y ait un bon lien avec la personne avec qui vous allez quand même partager une partie de votre vie, il vaut mieux qu'il ait à peu près votre âge, parce que l'idée c'est pas qu'il vous suive 2 ans, l'idée c'est qu'il vous suive la totalité de votre vie pour que le patrimoine soit maîtrisé. Stéphane Van Nuffel, régulièrement à nos côtés pour Net Investissement. Merci beaucoup Stéphane pour cet effort pédagogique.